Bienvenue à tous, nouveau rendez-vous sur les antennes des télévisions locales d'Île-de-France. C'est PAF, 3 lettres pour Parole aux Franciliens. On va se retrouver régulièrement avec une personnalité qui fait la vie de la région Île-de-France, un homme politique. C'est un rendez-vous où vous verrez des reportages sur l'actualité réalisés par les télévisions du réseau Télif. Et cet invité, le premier de cette longue série, c'est Jean-Paul Huchon, le président socialiste de la région Île-de-France. Bonjour Jean-Paul Huchon. Bonjour. Ancien maire de Conflans-Sainte-Honorine. Oui. Ça vous manque pas trop, Conflans, ces bateliers? Je suis allé au Vœu, c'est toujours un peu nostalgique. Il y a beaucoup d'amis là-bas. Je peux dire que je connaissais vraiment les 30 000 habitants personnellement. Plus dur de connaître les quelques 11 700 000 habitants de l'Île-de-France. On les rencontre quand même beaucoup. Je suis frappé par le fait que la région est devenue pour eux quelque chose de plus concret, de plus important. Je pense que la question des transports y a beaucoup contribué. On va en parler des transports. Avec moi pour mener cet entretien, on ne le présente plus, il est connu comme le loup blanc. Et je ne dis pas ça pour votre crinière, Patrice, mais ça me fait plaisir. Vous pouvez me vanner aussi sur ma crinière. Je ne dirai rien. Voilà, donc Patrice avec moi, et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir également, d'autant qu'il y a deux loups blancs. Bonjour Jean-Paul Huchon, un peu moins que moi quand même. Eh oui, mais je voudrais bien, moi, pouvoir bénéficier d'une crinière pareille. Mais ça va venir quand vous aurez mon âge, parce que vous êtes beaucoup plus jeune. Alors, je suis absolument ravi, et on est ravis de vous retrouver pour passer un moment à discuter d'un certain nombre de préoccupations des habitants de toute l'Île-de-France. Ces préoccupations, nous allons les aborder, comme disait Olivier Zanetta, au travers d'un certain nombre de reportages effectués par nos télévisions départementales franciliennes. Il y aura, comme on dit aux Antilles, à boire et à manger. Les Antilles où François Hollande se trouvait il y a pas si longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des constats, ça veut dire qu'il y a des interrogations, qu'il y a même des oppositions. Et Olivier évoquait votre opposante en chef, si je puis dire, Valérie Pécresse. Et puis, je citais François Hollande. Nous allons donc avoir l'occasion d'évoquer les présidentielles. Voilà, mais avant de parler de tout ça, je vous propose, puisqu'il est de tradition de se souhaiter les bons vœux jusqu'au 31 janvier, d'écouter les Franciliens. Nous sommes allés les voir aux quatre coins d'Île-de-France pour recueillir leurs bons vœux. Alors, quels vœux ils formulent pour leur région? On les écoute. Qu'il y ait plus de logements disponibles. Parce que moi, j'ai 5 enfants et je suis dans un F4 et on ne me donne rien du tout. Plus de logements qui peut permettre aux jeunes un peu de se trouver un logement plus facilement, qui ait moins de délai d'attente, parce qu'il paraît que le délai d'attente c'est de 3 ans. J'aimerais bien un jour avoir accès et sortir de ces cités, pourquoi pas y acheter. Et pour ça, il faudrait qu'on me donne des moyens pour le faire. Ça va peut-être sembler trivial, ce que je vais dire, mais c'est de pouvoir faire pipi gratuitement quand j'en ai envie. Que le bonheur continue, que la vie continue à être belle. Et puis voilà. Je ne suis pas dans un emploi pour l'instant de fixe. J'espère que ce sera mieux pour moi en 2012. La priorité, c'est les transports. Pour moi, c'est les transports. Parce que les transports, s'il y a de meilleurs transports en Essonne, obligatoirement, ça attirera des emplois. Il y a plus d'investissement dans les transports. Par exemple dans les RER où il y a pas mal de problèmes techniques en ce moment. Peut-être faire des grands parkings pour essayer de rendre pour que les moins de gens qui circulent en voiture qui puissent prendre les transports en commun. Il y a un peu trop de gens qui sont tristes en Île-de-France. Il faudrait peut-être les rendre un peu plus gais et plus joyeux, peut-être en leur achetant du soleil. Mais bon, ça j'imagine que c'est pas de votre ressort. Une remarque ou des vœux pour Jean-Paul Huchon pour cette nouvelle année? Absolument pas. Il ne m'en a pas souhaité, on ne se connaît pas. En même temps, Jean-Paul Huchon, vous ne pouvez pas présenter vos vœux aux 11 700 000 Franciliens d'après le dernier recensement. Par contre, une question, là, une dame faisait une remarque triviale concernant les toilettes publiques. Vous êtes responsable des transports, de construction de lycées, mais ce n'est pas vous les sanisettes? Les sanisettes, non, c'est les municipalités. Par contre, tout ce qui est la propreté et l'hygiène dans les gares, on en est co-responsable avec la SNCF ou la RATP. Puisque nous aidons à financer la transformation des gares. Il y a d'ailleurs eu plus de 200 gares qui ont été transformées depuis une dizaine d'années et on va également enregistrer 4 nouvelles gares dans la RATP, là qu'on va inaugurer prochainement. Et puis il y a les gares de prolongation, c'est-à-dire la ligne 4 qui va aller jusqu'à Montrouge, la ligne 12 qui va aller... La station s'appelle Fonds Populaire au-delà d'Aubervilliers. C'est vous qui donnez les noms des stations? Non. C'est bien tombé, là, le nom des stations est fixé au STIF, en fait. Voilà. Très bien. Alors, justement, ça nous donne l'occasion de lancer le premier thème.
pour mémoire, on va quand même évoquer ce qui s'est passé sur le RER A. Évidemment, vous êtes particulièrement au courant, ces 2000 voyageurs bloqués dans le noir, dans un tunnel entre Charles de Gaulle et la Défense, des scènes ahurissantes, dignes d'un film catastrophe, avec... alors on a entendu qu'il y avait des gens qui avaient vu des rats, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas... il y a des rats dans le métro, ça. Il y a des rats, mais c'est ce qu'ils les ont vus dans le noir. Ouais. J'en sais rien, en tout cas, la marche forcée en titubant avec des téléphones portables, bon, c'est absolument épouvantable. Le président de la SNCF qui a quand même fini par s'excuser. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Écoutez, il y a deux, quand on pose la question aux gens, et les élus également du STIF posent la même question, il y a deux questions majeures. La première, c'est la ponctualité, la régularité, et l'autre question, c'est l'information des voyageurs en temps réel. Ce qui est le plus critiquable sur cette affaire, c'est pas forcément l'incident technique qui révèle peut-être un mauvais entretien des rames ou du réseau, mais c'est beaucoup plus le fait que des gens aient pu rester dans le noir sans aucune information, aucun élément, et qu'ils aient fini par faire des gestes qui sont des gestes inconsidérés, parce que c'est extrêmement dangereux, et ça a obligé d'ailleurs la RATP à arrêter toute alimentation électrique, et donc ça a bloqué complètement le trafic. Donc nous allons, signer un nouveau contrat pour 4 ans, avec la RATP, avec la SNCF. Dans ce contrat, il y a des exigences extrêmement renforcées en matière d'information des voyageurs, et il y aura un malus si cette information n'est pas bien respectée. Mais cette information, je veux dire, c'est un cas général. Alors, je ne vais pas parler du paquebot italien ou... Non, mais si vous voulez, je pense que c'est une question d'état d'esprit. D'ailleurs, la SNCF, j'ai participé à une convention de ces cadres, s'en préoccupe. À la RATP, quand j'ai rencontré tous les cadres de l'entreprise, c'est également une espèce de leitmotiv. Il faut que les agents ne se contentent pas, en quelque sorte, de la conduite et des préoccupations techniques de la conduite, mais ils doivent avoir non pas un esprit commercial, mais simplement un esprit de service à l'égard des voyageurs. Et la question de l'information, comme la question de la propreté ou la question de la climatisation est fondamentale. Alors cet incident sur le RER A, en fait, on en a parlé parce qu'il était vraiment très important. Il est caricatural. Mais, voilà, mais des incidents, il y en a régulièrement. Oui. C'est quand même la ligne qui connaît le plus gros trafic. On parle du trafic le plus important au monde sur une ligne. 1 200 000 personnes aujourd'hui. Voilà, 30% de trafic en hausse en 10 ans. Ouais. La SNCF, RATP annonce 30% de plus dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est plutôt bien pour... je dirais, l'environnement, la pollution, la santé des Franciliens. Et ça veut dire aussi que le transport public n'est pas déclassé, repoussant, etc. Oui, mais la réalité, c'est aussi qu'on est en face à une saturation. La réalité, c'est qu'il y a une certaine forme de saturation, et donc il faut trouver des solutions. En ce qui concerne le RER A, la solution qu'on a trouvée, c'est les rames à 2 étages, qui produisent quand même un effet d'augmentation des places considérable, hein, presque 50%. Et si la descente et la montée dans les rames à 2 étages se fait avec une bonne... parce qu'on a élargi les portes, etc., avec une bonne qualité de rapidité, on ne va pas perdre de temps, et donc on va vraiment améliorer les choses. Alors, on n'en voit pas beaucoup pour l'instant. Elles arrivent, ces rames, elles arrivent à concurrence, je crois, de 2 par mois. Donc, assez rapidement, au cours de l'année 2012, on va avoir un réseau qui va avoir beaucoup changé. Un renouvellement du parc sur le RER A ? Alors, on renouvelle tous les matériels, puisque l'objectif de la région du STIF, c'est pas seulement un objectif, c'est aussi le budget qu'on y a mis, devrait faire qu'en 2015, la quasi-totalité du matériel ne pourra pas avoir plus de 20 ans. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de matériel qui aujourd'hui est dans les 35, 40, 45 pour les petits gris. Petits gris qui sont en train alors d'être remplacés avec succès, par exemple, sur la ligne H, je dis ça pour les gens du Val d'Oise, hein, en particulier, la fameuse ligne H avec le nouveau train francilien. Il a eu des déboires au début parce que il était tellement sophistiqué, tellement automatique qu'il y avait des réglages à faire. Maintenant, ça marche bien. Moi, je sais que j'ai des gens de ma famille qui vont régulièrement à Deuil-la-Barre, à Hermont, etc. Ils disent que vraiment, c'est le jour et la nuit. Et c'est vrai. Moi, je l'ai pris, c'est vraiment le jour et la nuit. Seulement, il faut que tout ça, ensuite, soit mis en place sur les lignes Provins-Coulommiers, c'est-à-dire l'Est. C'est la prochaine étape, dans 1 an.
et puis après on passera sur Saint-Lazare, donc Conflans, Mantes, etc. Et enfin Montparnasse. Donc normalement, on devrait avoir... Alors, c'est quand même un gros chantier, hein. C'est 2 milliards d'euros pour les 140 rames que nous remplaçons. Et évidemment, il y a une option, il faut aller plus loin, et ça sera encore 1 milliard d'euros et quelques supplémentaires. Nous le finançons à 50% la SNCF. Et pour les rames du RER, de la RATP, c'est une opération qui a coûté 1,3 milliard, 1,5 milliard même, et nous avons apporté 650 millions avec le STIF. Alors ça, c'est pour l'investissement, hein. Il y a aussi une mesure très importante, c'est le Pass Navigo. Vous avez annoncé qu'au 1er janvier 2013, nous irons vers une tarification unique, 62 € apparemment. Je propose de regarder un reportage à ce sujet pour que les téléspectateurs appréhendent bien le sujet. Et on va se rendre compte aussi que ce n'est pas si simple non plus de mettre en place cette mesure. Une région, une zone, un pass, un tarif. Voilà ce dont rêvait Europe Écologie Les Verts et ce qui vient d'être entériné à la fois par le STIF, le syndicat qui organise les transports en Ile-de-France, et par le Conseil régional. La proposition qui figurait dans le programme de campagne des Verts au régional en mars 2010 s'est retrouvée parmi les engagements pris par le Parti socialiste lorsque les deux partis de gauche se sont associés au second tour. Après quelques tentatives de mise à l'écart de cette proposition par le PS et la menace des Verts de ne pas voter le budget de la région, un accord a finalement été trouvé, un prix aussi qui a été fixé autour de 62 €, le prix actuel des zones 1 et 2. Un chiffre qui est loin du coût réel. En moyenne, ça représente à peine 30%. C'est l'un des tarifs les plus bas au monde. C'est d'ailleurs ce qui expliquait la réticence de mettre cet engagement trop rapidement en route de la part du président Jean-Paul Huchon. Il faut dire que les Verts sont plutôt pressés et aussi assez sûrs d'eux, car s'il y a bien une condition à la mise en place de ce tarif unique, c'est que la différence de prix soit absorbée par un nouvel impôt sur les entreprises. Or, qui dit nouvel impôt dit nouvelle loi. La décision est donc dans les mains du gouvernement et de l'Assemblée nationale, aujourd'hui à droite et majoritairement opposée à l'idée, ce qui n'arrête visiblement pas l'enthousiasme des Verts. C'est une loi qu'on fera passer très rapidement après juin 2012, une fois que la gauche et les écologistes ensemble seront majoritaires à l'Assemblée nationale. La mise en œuvre, ça va arriver vite, puisque c'est pour le 1er janvier 2013. Chiffré à 300 millions d'euros par le parti Europe Écologie Les Verts et à 550 millions d'euros par le STIF, le manque à gagner serait donc assumé par les entreprises, sauf que le MEDEF Île-de-France a carrément qualifié de funeste le projet et il entend bien faire pression sur l'État, d'accord pour investir, pas d'accord pour le reste. Donc on a déjà subi un prélèvement de 450 à 500 millions d'euros supplémentaires par an fin 2010 pour financer le Grand Paris. On veut nous en rajouter encore de l'ordre de 350 à 500 millions d'euros. À un moment, il faut dire stop, ça suffit, on ne peut plus. Surtout en période de crise et quand les pro-tarifs uniques arguent du fait que l'augmentation de la taxe transport serait compensée par la baisse du Pass Navigo que les entreprises financent à hauteur de 50%, le MEDEF dit que beaucoup de grosses entreprises le financent en réalité à plus de 50%. Bref, dans cette affaire, la guerre des chiffres et des points de vue n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà, un sujet signé Canal Coquelicot. Jean-Paul Huchon, c'est une bonne idée, c'est vrai qu'en cette période de pouvoir d'achat, où le pouvoir d'achat prend une dimension importante de notre vie quotidienne, on comprend que c'est une bonne mesure. Maintenant, il faut la financer et c'est pas si simple, il faut une taxe et la taxe, ça passera par une décision, mais qui ne vous appartient pas. Oui, mais le choix que nous avons fait de ne le mettre en œuvre que lorsqu'on aura obtenu l'augmentation du versement transport, c'est parce qu'il ne faut pas non plus mettre les gens de Paris, de la petite couronne, de la proche couronne, dans une situation d'avoir une augmentation de leur pass Navigo qui soit entre 20 et 30%. C'est aberrant, d'autant plus qu'il y a des familles qui prennent le transport en commun. Et quand vous multipliez le prix du pass Navigo par 2, 3 ou 4 personnes et que vous prenez d'un seul coup 20 ou 30 euros supplémentaires tous les mois, ça veut dire 200 à 300 euros par an, multiplié par 4. C'est pas possible. Donc, on a été prudent et on a été raisonnable. Bien entendu, il faut que ça soit voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Au Sénat, on peut en ce moment espérer une écoute attentive. À l'Assemblée nationale, ça dépend évidemment
du changement politique, mais de toute manière, nous avions obtenu, dans le cadre du rapport Carrez, le rapporteur UMP du budget, mais qui est un homme extrêmement sensible aux questions de transport, qui était administrateur du STIF à un moment donné, qu'il y ait déjà une augmentation du versement transport des entreprises, parce que aujourd'hui, ça serait logique qu'elles contribuent à peu près à 50% du financement des transports en Île-de-France. Et ils souhaitent deux choses. Jérôme Dubus le disait. Ce qui me gêne quand Jérôme Dubus intervient, c'est qu'il est à la fois MEDEF et UMP. Donc il est un peu connoté. Mais vous me direz, moi je suis socialiste et président, donc il n'y a pas de problème. Vous parlez d'entreprise. Mais ce que dit le MEDEF n'est pas juste. Il y aura un bonus pour les entreprises. Celles qui finançaient une carte de transport qui était, mettons, à 100 € et il la finançait à 50%, donc ça c'était 50 €. Et si on passe à 62 € pour tout le monde, il y a une économie pour les entreprises. Et d'autre part, il faut étendre les taux du VT à des lieux qui jusqu'ici étaient à des taux bas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'activité économique. Mais si vous prenez par exemple la question de Saclay, qui concerne les Yvelinois et les gens de l'Essonne, alors, de deux choses l'une, on croit que Saclay va devenir un grand pôle de développement, etc. Et alors, il faut y pratiquer les mêmes taux que dans les Hauts-de-Seine et à Paris, ou bien on n'y croit pas, mais à ce moment-là, pourquoi on a fait tout ce cirque sur le Grand Paris ? Jean-Paul Huchon, il y a une personne que vous connaissez bien, qui est Yves Fouchet, président régional des chambres de, il est même de au commerce. conseil Justif, oui. Mais il n'est pas du tout d'accord avec ce pass Navigo, et il préférerait que l'argent investi, évidemment, il soit affecté dans la rénovation des transports en commun francilien. On va l'écouter et puis vous réagissez après. Là où c'est vraiment une mauvaise idée, c'est parce que d'abord ça coûte très cher. Cette affaire de pass Navigo à tarif unique, ça coûtera, et ce n'est pas moi qui avance ce chiffre, c'est le résultat d'une étude qui a été commandée par la région et le STIF. Donc je ne vais pas contester les chiffres, c'est 550 millions d'euros. Bon. Qui va payer ces 550 millions d'euros ? Les entreprises. Donc ça coûte très cher, ça n'apporte rien au service. Autrement dit, ce que les Franciliens reprochent beaucoup au RER et autres moyens de transport collectif, c'est à la fois la régularité, la vétusté du matériel, l'inconfort. Là, on va dépenser 550 millions d'euros que l'on va faire supporter aux entreprises pour rien. On oublie que c'est quand même une idée juste en un point fondamental. C'est qu'aujourd'hui, les personnes qui sont plus éloignées du centre de la région et de Paris payent des tarifs qui sont relativement élevés par rapport à la qualité du service obtenu. Je n'ai pas dit que c'était cher. Si vous comparez à Londres, à Berlin et ailleurs, c'est moins cher. Mais ça reste quand même une espèce d'injustice que plus on s'éloigne de Paris et plus finalement on a un mauvais service et on doit payer quand même le prix fort. C'est à ça que correspond l'idée de pass Navigo unique. Évidemment, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la qualité de service et de l'offre de service. Et moi, c'est ce que j'avais dit quand j'ai signé un accord là-dessus avec Cécile Duflot. C'était très très tard, un soir, entre les deux tours. Je me suis préoccupé d'écrire que ça se fait dans le cadre et sans handicaper le plan de mobilisation pour les transports qui, lui, se consacre essentiellement à l'offre. C'est pour ça que je suis 2 fois, 3 fois et même 10 fois d'accord avec Gilles Carrez quand il disait qu'il faudrait qu'il y ait une augmentation du versement transport d'environ 0,1 là maintenant, ce qui a été fait, et d'encore 0,1 pour la suite. Et disons, on a une revoyure prévue là-dessus en 2013 à propos de la loi du Grand Paris, c'est prévu, et je pense qu'on aura la possibilité de le faire. D'ici là, ça va être une bataille politique. Évidemment, si la gauche l'emporte, j'aurai peut-être plus de chances d'être entendu. Alors on en parlera tout à l'heure, ça sera au moment des questions sur la présidentielle. On a bien vu, une des préoccupations importantes des Franciliens, c'est évidemment le transport. Le micro-trottoir, nous allons laisser apparaître une autre.
Alors le logement, c'est un vrai problème en région Île-de-France. D'après un rapport du Conseil économique et social régional, il faudrait construire quelques 100 000 logements. Aujourd'hui, on n'en construit pas plus que 45 000. On a aussi des mal logés. C'est une situation totalement incroyable. Patrice Arditi, vos équipes de Téléson ont réalisé un reportage édifiant. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont salariées, qui ont un boulot, souvent précaire, et qui dorment dans des campings. Regardez, on en parle juste derrière. Dans ce camping du sud de l'Essonne, une quinzaine d'emplacements sur les 88 disponibles est occupée à temps plein. Certains résidents sont là faute de trouver mieux, d'autres sont venus par choix. Un retraité a par exemple quitté son HLM sur Paris pour venir habiter au cœur de la nature. Seulement un visage caché, un des locataires a accepté de nous raconter les raisons qui l'ont poussé à venir habiter ici. Au début, j'étais vraiment dans une galère, j'ai eu des accidents. Quand on a des accidents, on n'a plus de travail. Donc moi, j'ai atterri ici parce que les loyers sont pas chers. Maintenant, j'ai retrouvé un travail, ça va beaucoup mieux. Et là, j'espère sortir d'ici un jour pour avoir quelque chose en dur, de vivre comme tout le monde en fait. Tous les mois, ce résident débourse 312 € pour la location et dispose ainsi de 40 mètres carrés habitables sans compter le terrain. S'il logeait en appartement, son loyer s'élèverait au moins entre 500 et 600 € sans les charges. Pour lui, ce texte est inadmissible. C'est pas normal parce qu'il y a des gens qui vivent comme ils peuvent avec le salaire qu'ils ont. Ils n'ont pas énorme, puis c'est vrai que les loyers ici sont largement abordables. On n'a pas la qualité qu'on a en appartement ni en pavillon, mais on a le minimum pour survivre, on va dire. La proposition de loi du député UMP vise à durcir les contrôles afin d'éviter ce mode de logement en camping. Le 16 novembre dernier, elle a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Pour que la loi entre maintenant en vigueur, elle devra être adoptée par le Sénat en février. Alors là, c'est la question particulière de la loi, mais en même temps, ce cas de figure est malheureusement pas rare. On entendait il y a quelques années des gens qui vivaient dans leur voiture alors qu'ils avaient un boulot précaire. Là, maintenant, on parle des campings. Il y en a encore, bien évidemment. C'est incroyable de se dire qu'en région Île-de-France, on en arrive à cette situation. Avec la précarité qui est portée par la crise, cette situation est devenue de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont sans domicile fixe et qu'il faut prendre en charge. Ça conduit d'ailleurs la région à financer, aux côtés des villes, tout un accès à l'hébergement d'urgence. Chaque année, je dirais qu'on finance, on essaye de financer de l'ordre de 4 000 à 5 000 places nouvelles d'hébergement d'urgence. Qui d'ailleurs un hébergement d'urgence plutôt de qualité. Il suffit d'aller voir par exemple ce qui a été fait sur la commune d'Aubervilliers et autres, où il y a quand même un accueil de qualité. Mais le plus important dans la question du logement, c'est que environ 70%, vous entendez bien, 70% des Franciliens relèvent du logement social, c'est-à-dire qu'ils ont des ressources qui leur permettraient d'avoir un logement social. Or, du logement social, il n'y en a pas assez. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, avant toute chose, et c'est ce que dit aussi la Fondation Abbé Pierre, qui va le redire le 1er février lors de son congrès, auquel sont invités d'ailleurs les candidats au présidentiel, qui auront à s'expliquer là-dessus. Il faut construire davantage. Il faut construire davantage. Vous pouvez construire davantage. Aujourd'hui, on est à 38 000, 45 000 logements en région Île-de-France. Vous voulez arriver à 70. Il faut aller à 60 ou 70. Nous, dans le schéma directeur de la région, on avait fixé le chiffre de 60 parce qu'on sait que c'est pas facile d'imposer des logements aux maires qui n'en veulent pas automatiquement, parfois d'ailleurs pour de bonnes raisons. Mais on peut rattraper le retard en combien de temps? Alors, on a prévu de le faire dans le cadre du STRIF. Le retard peut être rattrapé entre 15 et 20 ans si vraiment on s'y met. Au rythme de 70 000 par an. Oui, exactement. Mais ça, c'est ce que nous sommes engagés à faire. Et dans ces logements, nous disons, 30% de logements sociaux. Question qui avait été beaucoup discutée par la droite lorsque nous avons pris cette décision sur le schéma directeur. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée de dire qu'il faut au moins 30% de logements sociaux. 30% de logements sociaux, d'accord. Sachant que le logement social, ce n'est pas un logement de mauvaise qualité. Maintenant, on sait faire, notamment ici à Guyancourt, j'ai visité tout ça, des choses de très bonne qualité. Quelque chose qui manque cruellement, c'est le logement étudiant. Un petit mot là-dessus. Alors là, on a un vrai projet et je suis content que vous me posiez la question parce que on vient de signer avec le préfet de région, avec Daniel Canepa, un accord signé, financé, pour passer de 3 000 par an à 4 000 par an, plus 1 000 logements
pour les jeunes actifs, les apprentis, ceux qui sont dans les ex-foyers de jeunes travailleurs, etc. Donc en fait, 5000 logements supplémentaires pour les jeunes, c'est absolument indispensable parce que il se trouve que du fait d'une incurie qui a été assez longue et du fait qu'on n'a pas donné à la région la compétence logement, nous faisons tout ça de notre propre chef. Et pour ces raisons-là, on a pris un retard considérable au point qu'aujourd'hui, Rhône-Alpes, qui est une région importante, mais qui est plus petite que la région Île-de-France, construit plus de logements que l'Île-de-France. Donc il faut vraiment que nous soyons à l'appui. Et notre budget logement est passé de presque zéro dans les années 90 à maintenant 250 millions par an. En gros, on peut dire que la région est aujourd'hui responsable d'à peu près 10 à 15% du financement de tous les logements, et en particulier les logements sociaux, alors qu'elle n'a pas cette compétence légale. Et c'est vraiment un effort que nous avons fait de nous-mêmes, et de 20% des logements étudiants dont vous parliez à l'instant. Autre priorité très importante, on parle bientôt peut-être à passer le cap des 3 millions de chômeurs, c'est la question évidemment de l'emploi. Alors évidemment, on pourrait parler de l'emploi des seniors en France, en Île-de-France aussi. L'emploi des seniors est très important. On parle simplement des 2 tiers aujourd'hui des seniors qui n'auraient pas de travail en France. C'est un record en Europe, mais on va parler des jeunes. Dans certains quartiers, 40% de chômeurs. Dans certains quartiers comme Villers-le-Bel, Garges-Gonesse, dans le Val d'Oise, idem dans les autres départements. Mais on se rend compte aussi que dans des secteurs comme Versailles, les jeunes rament aussi. Les équipes de TFI 78 sont allé faire un reportage sur un forum de l'emploi à Versailles. Vous allez voir, c'est édifiant là aussi. Entre 15 et 24 ans, un jeune sur 5 est sans emploi en Île-de-France, plus de 20%, à comparer au taux de chômage global francilien au 3e trimestre 2011, qui s'établissait à 8,3%. 6,8% dans les Yvelines. Et pour se rendre compte de cette réalité chiffrée, rien de mieux que d'arpenter les salons de l'emploi, comme ici, à Versailles. 2e édition d'un forum réservé aux jeunes où l'on ne minimise pas la réalité. Les plus grands quotidiens économiques ont parlé récemment d'une génération sacrifiée parce que quand on se retrouve dans une situation de grande difficulté et de grande tension sur le marché de l'emploi, c'est d'abord ceux qui n'ont pas encore de travail qui sont pénalisés. Guillaume a 20 ans. Il ne se sent pas encore une génération sacrifiée, mais pour ce titulaire d'un DUT en gestion des entreprises, c'est la quête d'un emploi, le soir, le week-end, même un stage, il prend tout. De trouver un emploi à l'heure d'aujourd'hui, c'est super dur. Moi, je pète un câble. Je fais que des recherches, j'enchaîne les entretiens. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal, mais il y a beaucoup plus de réponses négatives. Ça m'étonnerait que ce soit un problème de poste, c'est juste le problème de former les jeunes peut-être, la peur du manque d'expérience. Le manque d'expérience, un frein à l'embauche, une réalité dont a pris conscience il y a 15 ans Pôle emploi, qui propose la MRS, méthode de recrutement par simulation, mise en place depuis 6 ans dans les Yvelines. Ce qui intéresse, c'est la compétence uniquement. Le principe, c'est de ne pas utiliser le CV, mais de faire passer des tests aux jeunes avec l'accord du recruteur qui accepte de jouer le jeu et de ne pas utiliser le CV. À partir de là, on définit que les jeunes ont ou n'ont pas les habiletés à exercer le métier et après, c'est au recruteur de choisir. Grâce à cette méthode, en 2011, dans le département, 430 postes ont pu être pourvus dans le domaine de l'industrie, des services ou encore de la restauration. Un jeune qui n'a pas d'expérience, on peut prendre au test standardiste du moment que le jeune présente bien, parle anglais. Ça, c'est très important. Et malheureusement, c'est ce qui pêche aussi beaucoup en France, c'est la langue anglaise. De l'emploi, il y en aurait donc. D'autres relativisent et évoquent la conjoncture. À la mission locale intercommunale de Versailles, 28 communes dont Saint-Cyr-l'École, en 2011, 1680 jeunes ont été suivis, 100 de plus que l'année précédente. Les parcours sont plus longs, il y a beaucoup plus de difficultés pour trouver et des formations et de l'emploi. Donc les suivis sont plus longs et le travail est beaucoup plus individualisé. L'année 2012 va être compliquée, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis ? Une vraie politique de l'emploi. Essayer de multiplier, il y a une existence des contrats aidés qui existent avec les QCAE, les QCIE, qu'il faudrait généraliser beaucoup plus. Aider les entreprises à embaucher des jeunes. Pourquoi pas essayer de mettre en relation les jeunes avec les seniors. L'an passé, ici à Versailles, à la suite de ce forum jeune, 80 contrats ont été signés et 300 entretiens passés. Peut-être une goutte d'eau, mais c'est ainsi que l'on remplit les vases.
Alors Jean-Paul Huchon, on le voit bien à travers ce reportage, tous les jeunes sont concernés, qu'on habite Sarcelles ou Versailles, même si on imagine que c'est plus dur à Sarcelles. Néanmoins, quand un pays n'arrive pas à donner sa chance aux jeunes, on se prive de compétences, de sang neuf, de dynamisme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'au niveau de la région Île-de-France, des dispositifs existent? Je sais que vous travaillez sur l'insertion professionnelle, sur l'apprentissage, la formation, ça fait partie des gros budgets de la région. On se rend compte dans ce reportage de ce que l'on sait intuitivement, c'est-à-dire pas d'expérience, pas d'emploi, pas d'emploi, pas d'expérience. Donc c'est ce cercle vicieux qu'il faut briser. Pour ça, il faut bien entendu avoir passé un contrat en quelque sorte avec un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, et c'est ce que nous faisons dans le cadre de l'apprentissage, parce que l'apprentissage est quand même une formule de formation qui permet en gros à 80% des jeunes de trouver un emploi, et souvent en contrat à durée indéterminée à la sortie, si on réussit à éviter le fait qu'en première année, comme pour les étudiants d'ailleurs, il y a un peu de déchets, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas aller jusqu'au bout. Mais on commence à avoir des méthodes en matière d'apprentissage et une implication des entreprises à laquelle moi je rends hommage, notamment les chambres de commerce sont là aussi pour nous aider. On commence à avoir des résultats. On va avoir dans 4 ans, on aura 118 000 jeunes en apprentissage en Île-de-France. Quand je suis arrivé à la région en 98, on en avait 55 000. Vous voyez donc qu'il y a eu d'énormes problèmes, mais on a mis beaucoup d'argent. Là, sur ce qu'on appelle le contrat d'objectifs et de moyens sur l'apprentissage signé avec l'État, avec Mme Morano d'ailleurs, qui fait parler d'elle par ailleurs, mais enfin qui est ministre aussi, nous avons, mis avec l'État 650 millions sur la table d'euros pour favoriser ça. Alors l'apprentissage... Il faut savoir que vous êtes contrarié, Jean-Paul Huchon, parce que il faut savoir que vous êtes contrarié, parce que vous êtes évidemment... très fort en région pour tout ce qui concerne la formation. Il y a un sommet social aujourd'hui, et on va pas évidemment parler de formation, et je crois qu'on n'avait pas été invité, ça vous paraît. Alors, vous voyez, le gouvernement, quand il pense aux régions, quand il pense aux collectivités locales, c'est pour venir les gronder et les tancer de soi-disant participer au déficit et à l'endettement de la France. Ce qui n'est pas vrai, puisque nous n'avons pas le droit de faire de déficit. La règle d'or, elle s'applique automatiquement aux collectivités locales. Et par ailleurs, l'endettement des régions est quand même très faible. Et en ce qui me concerne, l'endettement de la région Île-de-France, c'est 5% de mon budget. Alors que c'est quand même beaucoup plus au niveau français. Mais peu importe, on devrait comprendre, l'État devrait comprendre qu'il a absolument besoin des régions en matière de formation. C'est notre principale compétence, et nous ne demandons qu'à le faire et à être encore plus présents. D'autant plus que nous n'avons pas la compétence emploi aujourd'hui. On pourrait nous donner la compétence emploi. Le service public de l'emploi, nous sommes prêts à le reprendre à notre charge. Les jeunes en insertion, c'est comme la région Île-de-France qui vient de débloquer les sommes nécessaires pour que les jeunes en insertion dans les missions locales, comme on a vu à Versailles là, à l'instant, il y a 1600 personnes à la mission locale de Versailles, mais il y en a 1500 à Poissy ou ailleurs. Ces jeunes vont avoir le transport gratuit. 17 000 jeunes vont avoir, ou ont déjà, d'ailleurs depuis le mois d'octobre, le transport gratuit. Pourquoi gratuit? Mais pour aller chercher des emplois, pour trouver des stages de formation. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est évidemment faciliter la formation et le transport, l'accès à l'emploi. Et pour le reste, alors notre politique, qui est la politique de Jean-Paul Planchou, mon vice-président qu'on voyait tout à l'heure, c'est d'aider à la création et au maintien du maximum de petites et moyennes entreprises, parce que c'est là que se crée l'emploi. Et nous avons donc créé un fonds de consolidation pour les entreprises, un fonds de capital risque pour les entreprises petites et moyennes, un fonds d'amorçage pour les petites et très petites entreprises. Nous croyons beaucoup à ça, et nous sommes en train d'ailleurs de gagner la bataille, parce que on a inventé, je m'excuse d'être un peu long, mais j'y tiens beaucoup, un système qui s'appelle PM-Hop, qui est une subvention pouvant aller jusqu'à 500 000 euros par entreprise, et pendant plusieurs années, pour faire ce qu'elle a envie de faire. C'est-à-dire, elle a un marché à conquérir
à Singapour ou en Chine, nous lui donnons les moyens d'aller conquérir ce marché. Alors l'emploi, il est un petit peu partout. Hein. Vous savez comme moi qu'il y a des établissements comme Bricorama, par exemple, qui a été condamné pour ouverture illégale le dimanche. On va savoir quelle est la position quand même du PS, parce qu'on entend tout et son contraire. Il y a quand même un certain nombre d'employés de Bricorama qui aimeraient bien bosser pour gagner un petit peu plus. Mais si vous voulez, il y a quand même... la fameuse campagne « Travailler plus pour gagner plus », etc., dont on s'aperçoit qu'elle débouche d'ailleurs sur plus de chômage et plus de précarité. Je crois qu'il y a des principes à respecter, à la fois parce qu'il y a une tradition, y compris... Mais c'est pour faire plaisir aux syndicats, simplement, parce que Force ouvrière a fait condamner... Tradition religieuse aussi, les évêques, etc. Moi, je crois qu'il faut quand même... donner la possibilité aux gens de passer un week-end à autre chose qu'à faire des achats. Après, il y a des étudiants qui travaillent le dimanche. Bien sûr. Oui. Non, mais ce n'est pas une question absolument vitale, mais il faut maintenir quand même dans notre société un certain nombre de principes de droit. Alors, l'emploi étant intimement lié au social, je vous propose qu'on parle maintenant du social. Alors, lorsque vous avez fait campagne lors des dernières élections régionales, vous avez trouvé un slogan qui était « Face au bouclier fiscal, moi, c'est le bouclier social ». Exact. Voilà. Et alors, Valérie Pécresse, qui devait l'avoir encore à travers de la gorge, aujourd'hui, elle parle du grand bluff social de Jean-Paul Huchon. Je vous propose de l'écouter, il est très critique sur votre bilan social. Le bilan social de Jean-Paul Huchon, c'est du bluff. C'est le grand bluff. Aujourd'hui, il a fait toute sa campagne auprès des Franciliens en leur disant qu'il leur apporterait un bouclier social. Ce bouclier social, il est en carton-pâte. Il y a moins de 1% du budget de la région qui est consacré au social. Il y a 70 promesses qui ont été faites pendant la campagne qui ne sont pas tenues. Et puis, il y a des mesures très emblématiques de sa politique qui sont en réalité des fiascos. Quand vous avez, pour 1 600 000 jeunes en Ile-de-France, 770 passes contraception qui sont distribuées, ou quand vous avez 2000 mutuelles complémentaires qui sont signées, ou quand vous avez que 10% des jeunes en insertion qui réussissent à avoir la gratuité des transports sur 100%, eh bien vous pouvez dire aujourd'hui que Jean-Paul Huchon a rompu le pacte de confiance qu'il avait noué avec les Franciliens en 2010. Grand bluff, fiasco, elle y va fort. Hein. Moi, ce qui me stupéfie, c'est que Valérie Pécresse lance des chiffres qui ne sont pas des chiffres vrais, ni vérifiés, ni mis sur la table. Donc moi, je vais les donner, les chiffres, mais on n'est pas obligé de me croire, mais on peut quand même venir les vérifier à la région. Mais surtout, vous voyez, par exemple, elle s'attaque à la question du pass contraception en disant on n'en a pas distribué assez. D'abord, ça fait que à peine 6 mois qu'on a lancé l'opération et il faut mettre dans le coup l'ensemble des infirmières scolaires, les proviseurs, les organisations syndicales. C'est quand même assez compliqué. Et puis, c'est une question intime, une question difficile sur laquelle, au fond, les jeunes ont peut-être du mal à se décoincer, à se débloquer. Mais peu importe. C'est une opération que j'ai montée avec Luc Châtel. Il était avec moi. On est allé dans un lycée, on a lancé l'opération et il l'approuve totalement. Il a dit que c'était formidable. Elle n'est pas contre l'initiative, elle dit que ça concerne pas grand monde. Mais Mme Pécresse semble ne pas savoir qu'elle appartient à la fois au gouvernement et d'autre part au conseil régional. Je vais vous donner un autre exemple de ce qu'elle fait. Par exemple, nous voulons racheter la préfecture que nous possédons à moitié par rapport à l'État, parce que si un jour on veut utiliser ces bâtiments et les revendre, il vaut mieux qu'il y ait un seul occupant. 20 millions d'euros, c'est ça. 20 millions d'euros. 19,8 millions exactement. Mais vous savez ce que c'est, 19,8 millions? C'est le prix que demande Mme Pécresse, ministre du Budget. Donc voilà quelqu'un qui critique l'acquisition de la préfecture et qui nous fait payer le prix fort, parce que même ses amis de l'UMP ont dit c'est quand même très cher, il faudrait faire moins, y compris M. Carucci. Ouais. Donc elle est tout le temps comme ça. Et alors, en ce qui concerne le budget du social, c'est comme c'est comme une aberration. Il suffit qu'elle prenne les documents budgétaires, elle verra que le budget social, c'est quand même aujourd'hui, si vous ajoutez la formation des infirmières et l'ensemble des actions sociales que nous menons, c'est plus de 250 millions d'euros.
On a un budget de 4 milliards d'euros et quelques. Par conséquent, et déjà, le chiffre de 1% est complètement ridicule. Et elle nous dit, nous n'avons pas dépensé pour la santé, etc. Moi, je suis désolé, depuis 2010, j'ai déjà dépensé 675 millions pour la santé, parce que Mme Pécresse doit oublier, pourtant elle était ministre de la Recherche et de l'Université, qu'il y a tout ce qu'on met sur la recherche médicale dans les dépenses de santé. Il y a aussi la possibilité des jeunes médecins de s'installer dans les déserts médicaux, etc. Tout ça, nous le faisons. Et alors, quant aux mutuelles, alors là, moi, je vais vous dire une chose. On a lancé une couverture mutuelle de 100 € pour tous les jeunes qui n'arrivent pas à couvrir leurs dépenses de santé, qui ne se font pas soigner. Ça fait beaucoup de sous. Alors, elle dit qu'il n'y en a même pas 2000. Je suis désolé, moi, je tiens à sa disposition le nombre de coupons qu'on a distribués. On est à plus de 11 000 aujourd'hui. Mais alors, on en vient à la question de non, la Madame dette. Pécresse, si vous voulez, elle fait le même score. Aujourd'hui, Sarkozy fait le même score contre Hollande, d'après les sondages, qu'elle a fait contre moi, 57-43. Je pense que il faut qu'elle arrête. Bon, mais qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à votre principale opposante lorsqu'elle parle de la dette de la région et qu'elle estime que vous financez votre projet en creusant la dette en question? Mais écoutez, la dette de la région, l'endettement cette année diminue. C'est-à-dire qu'au lieu d'emprunter de l'ordre de 900 millions, je suis descendu à 840 millions. Et d'autre part, nous avons désendetté la région parce que nous sommes arrivés à faire pratiquer des taux extrêmement bas. Pourquoi? Parce qu'on est noté 3A. Si on est noté 3A, toujours noté 3A, malgré la dégradation de la France, voilà. On n'a pas encore été averti on n'a pas été averti d'une dégradation plan, mais enfin, ça veut dire que quand même, les agences, le monde financier considèrent qu'on est des gens pas si mal gérés que ça. Si on était aussi mauvais dans la gestion, vous croyez qu'on disposerait d'une notation 3A? Standard & Poor's laisse entendre qu'une région, ou même une ville comme Paris, ne peut pas conserver son triple A si l'État a perdu le sien. Je suis complètement d'accord, mais c'est un raisonnement, franchement, limite absurde, parce que nous ne dépendons pas de l'État totalement. Bien sûr, il y a des dotations d'État, mais si parce que la France est affaiblie, le gouvernement français, il se met à diminuer les dotations aux collectivités locales, et c'est ça qui ferait qu'on perdrait la note 3A, mais c'est quand même fort de café. Cela dit, même si on perdait la note 3A et qu'on soit comme l'État à A+, quelles conséquences? Est-ce que c'est sur les taux d'intérêt, la dette plus chère? D'abord, je voudrais rassurer les impôts locaux qui augmenteraient? Rassurer un peu les Franciliens. Nous avons sécurisé notre dette avant Noël. C'est-à-dire qu'on a emprunté à des taux inférieurs aux taux auxquels emprunte la France aujourd'hui. Pour construire le budget. On est donc tranquille pour la plus grande partie de l'année 2012. Et si en 2012, il faut retourner sur le marché auprès des établissements bancaires, nous ferons valoir la qualité de notre signature. Peut-être que ça conduira à je dirais, un demi% de plus en termes de coûts, mais ça, c'est pas ça qui va faire augmenter les impôts. D'ailleurs, je voudrais rappeler à mes opposants que j'ai beaucoup de mal, moi, à augmenter les impôts depuis quelques années parce qu'on n'a plus d'impôts à la région. On a été privé des impôts que nous avions. Plus de taxes d'habitation, plus de taxes foncières. Il ne nous reste plus que les cartes grises. Je ne vais pas massacrer les automobilistes, mais il faudrait les massacrer à un taux extraordinaire. Donc on ne va pas le faire. On n'augmente pas les impôts. S'il faut, on fera peut-être un petit peu de redéploiement des dépenses, bien sûr. Alors on a bien balayé l'actualité régionale. Je propose qu'on parle maintenant de politique nationale, évidemment. Le sujet qui va nous concerner tous d'ici quelques jours maintenant. Pas une centaine de jours, mais pratiquement, c'est la présidentielle. Alors, Jean Peluchon, cette campagne, comment vous jugez la campagne de François Hollande? On a le sentiment qu'avec la primaire, il y avait eu un emballement autour de lui. Déjà, on sentait entre les deux tours qu'il se calmait, qu'il essayait de bien mesurer les choses, de ne pas faire de mécontents. Et puis là, on se dit que il faudra peut-être qu'il commence à y aller un peu plus parce que peut-être que son capital va diminuer petit à petit. On sent un grand flou. Après le grand mou, on sent un grand flou. Mais ce n'est pas ce que disent les sondages. Et moi, je les vois régulièrement, les instituts de sondage, parce que j'ai une certaine expérience de la chose. J'ai bossé avec Rocard là-dessus, qui a été le premier homme politique assez intéressant. Voilà, vous étiez son directeur de cabinet à Matignon. Je connais bien ce système. Aujourd'hui, qu'est-ce que disent les sondages? Ils disent que François Hollande reste très nettement en tête au premier tour.
dans une zone entre 26, 29, 30%. Sarkozy plafonne entre 22, 23, au maximum 24%. Et au deuxième tour, c'est ça qui est terrible, mais c'est ce qui est arrivé à Mme Pécresse aussi contre moi, c'est qu'au deuxième tour, il n'y a pas de réserve pour Sarkozy. C'est-à-dire que pratiquement 50% des centristes, et Bayrou est en forme, vont se reporter au deuxième tour sur les socialistes. C'est un phénomène nouveau. Mais ça veut dire qu'on mise tout sur le rejet, mais pas sur le projet. Même le vote du Front National sera partagé entre les deux candidats. Donc je ne suis pas, moi, inquiet de la campagne de François Hollande. Je pense même que c'est une campagne intelligente parce qu'elle consiste à rester constant sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il est en termes de personnalité. C'est une campagne de proximité et de convivialité et je crois que les Français en ont vraiment marre de l'agitation, de l'excitation, de l'agressivité de Sarkozy et de ses amis. Et par conséquent, je pense que c'est une campagne qui est bien dans l'air du temps. Après, il faut être prudent sur les promesses. C'est une campagne sur le rejet, mais sans projet alors? Parce qu'on n'entend pas de proposition. Aujourd'hui, le président en place fait des propositions. Ce que les Français attendent de François Hollande, c'est qu'il leur fasse des propositions qui puissent être mises en œuvre raisonnablement. Et c'est la raison pour laquelle il est... Elles sont où les propositions? Et puis je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Nationale, alors parlons-en. Personne n'est d'accord. Vous parliez de réserve tout à l'heure. Moi, le 22, je serai au meeting François Hollande au Bourget, et je pense que la clarté parfaite sera faite à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on nous dira, oui, bien sûr, il faut rattraper le déficit d'emploi dans l'éducation nationale. Rien qu'en Ile-de-France, on a perdu 9 000 emplois depuis 2 ans. Ça, d'accord, mais... François Hollande propose 60 000 enseignants, on le rappelle. Non, mais je sais, mais regardez, Ségolène Royal en parlait hier sur différentes radios, encore ce matin. Elle regrette, vous parliez de réserve tout à l'heure, elle regrette qu'à gauche, ça se bagarre dans tous les sens. Elle préférerait que ça se fasse un petit peu plus... Je n'ai aucun problème là-dessus, je vais vous dire, parce que d'abord, les écologistes... ils ont voté avec aux élections régionales et cantonales très bien au deuxième tour. Mélenchon et le Parti communiste, c'est un très loyal, ça se reportera absolument sans problème. Et d'ailleurs, je vais vous dire, moi, au deuxième tour des régionales, sur l'électorat Mélenchon, qui ne m'avait pas ménagé, 99% de report. Donc je ne suis pas inquiet parce que les gens veulent du changement. Et ils veulent simplement qu'on leur offre un changement, je dirais, responsable, raisonnable, sur un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs quand même du progrès, les valeurs de la gauche, appuyées par les humanistes, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, etc., qui viendront s'ajouter aux gens de gauche. Et c'est ça qui est en train de se produire. Et c'est pour ça qu'ils deviennent fous en face. Vous parliez de sondage tout à l'heure, il y a des analystes extrêmement performants qui ne peuvent pas, à l'heure actuelle, affirmer vraiment qu'il y aura un second tour entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, ou François Hollande et Nicolas Sarkozy. On parle même d'une éventualité François Bayrou et Marine Le Pen. C'est une élection qui va être avec 4 candidats majeurs. On sait que c'est une configuration d'ailleurs qui ne s'est pratiquement jamais produite, donc qui est intéressante. Mais l'avance quand même et la force de conviction et de mobilisation des socialistes est considérable, surtout que nous sommes, tous d'accord. Il n'y a personne pour ne pas soutenir François Hollande. Et c'est une conjoncture qui est complètement différente par rapport à celle de Ségolène Royal en 2007. Elle était très critiquée à l'intérieur. Il ne l'est pas. Je crois qu'il l'est, mais ça ne se dit pas ouvertement. Écoutez, tant mieux si ça ne se dit pas, parce que ça veut dire que si les gens n'ont pas envie de le dire, c'est qu'ils ont plutôt peur de ce qui leur arriverait s'ils le disaient. On notera quand même que Olivier Zanetta, vous parlez tout à l'heure de cette élection qui se ferait sur une question de rejet et non pas de véritable programme. Il ne s'agit pas d'une élection de rejet, mais les fondamentaux de Sarkozy et de la droite classique et libérale sont mauvais. C'est-à-dire que d'abord, la première chose qu'on lui reproche, c'est l'inefficacité. Il a dit tout et n'importe quoi, il a parlé dans tous les sens, il promet n'importe quoi à n'importe quel moment, mais les gens voient qu'il n'y a pas de résultat. Comme disent les Américains, à propos du sandwich où il n'y a pratiquement pas de viande, where is the beef? Il n'y a rien. Et ça, c'est le premier point. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais je ne sais pas dire en anglais « demain on rase gratis », mais c'est ce qu'on entend aussi de l'autre côté. Non, pas du tout, parce que justement, je trouve que ce que
les journalistes d'ailleurs, et même y compris certains au Parti socialiste, auraient tendance à reprocher à François Hollande, c'est de ne pas être assez audacieux et de ne pas promettre assez. Mais moi, je crois qu'il a raison, il a profondément raison de ne pas promettre trop. Ensuite, vous savez, une élection, une fois que l'élection est acquise, c'est un problème d'état d'esprit, c'est un problème d'état de grâce. Il n'est pas long en général, mais c'est surtout un problème. Est-ce qu'on est entré dans une autre période? Est-ce qu'il va se passer vraiment quelque chose de différent pour moi? Et la plupart des gens, je dirais presque secrètement, au fond de leur cœur, même s'ils n'ont pas une certitude absolue qu'on arrivera à changer les choses, ils ont envie quand même de tenter cela, et je crois que c'est important. C'est donc une alternative, mais soyons sérieux, ce n'est pas parce que Tartampion serait élu, qui que ce soit, que la crise va s'arrêter. Non, la crise est là, bien sûr, mais il faut quand même reconnaître que face à la crise, et l'affaire du 3A est significative, la Cour des comptes et les spécialistes disent que la dégradation de la note française et la dégradation de son endettement et de son déficit n'est liée que pour un tiers à la crise. Le reste, c'est la politique du gouvernement. Donc si cette politique du gouvernement change, si on ramène vraiment le déficit à zéro en 2017, comme il est indiqué et promis par François Hollande, je pense qu'on aura une appréciation de la France différente sur les marchés internationaux. Alors ce qui est intéressant en politique, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la présidentielle, et c'est normal, il y a un grand débat, il faut un grand débat d'idées, mais les partis politiques sont déjà en train de regarder l'échéance suivante, les législatives. Alors c'est amusant, là, le retour du parachutage. On parle de Fillon à Paris, Cécile Duflot, qui est conseillère régionale en Ile-de-France, donc va se présenter. À Paris, ça ne fait pas un grand parachutage. Oui, on va en parler. Et alors, vous avez un conseiller régional aussi. Un plus grand parachutage, c'est Christophe Borgel, qui lui, alors là, va dans la Somme. Non, apparemment. En Haute-Garonne. Dans la Somme, maintenant il est en Haute-Garonne. Oui. Voilà. C'est d'ailleurs une bien meilleure circonscription. Oui, mais c'est plus loin. Qu'est-ce que vous pensez de ces parachutages? C'est faire peu de cas finalement des électeurs. Il n'y a pas d'attache territoriale. Est-ce qu'on construit sans attache territoriale? Je suis moi-même préoccupé par ça parce que je pense qu'une élection, une position locale, elle ne se gagne que par un travail de long terme. Et moi, je connais des gens. Je pense par exemple à Asnières, à Colombes, à Poissy, où tout ça a été un très long travail et personne ne pensait que ces villes allaient passer à gauche, etc. Donc il y a une légitimité de ces candidats. C'est Emmanuel Eschliman, il n'est pas à gauche. Asnières, maintenant, c'est Pietrasanta le maire. C'est un oui, pas du maire, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je préfère une carrière où on monte tranquillement. J'avais un copain, quand j'étais jeune socialiste au PSU, avant même de rentrer au PS, qui me disait, tu sais, Jean-Paul, tu ne dois pas être trop pressé, sinon les petits cochons te mangeront. Et moi, j'ai toujours fait comme ça. J'ai eu ma premier siège à 50, 52 ans. C'est pas complètement aberrant. Mais par contre, qu'il y ait des responsables nationaux qui, comme Borgel par exemple, qui quand même a fait beaucoup de travail, à la fois pour le parti, Martine Aubry, François Hollande, aux récompenses, qui cherche à s'implanter, alors qu'il ne peut pas s'implanter là où il est, parce que c'est une circonscription qui a été redécoupée, etc., et dans laquelle il y a une présence des communistes, en particulier, qu'on n'a pas envie d'aller chatouiller, qu'on fasse à ces gens-là une certaine place. Je ne suis pas hostile, mais d'abord parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de se présenter. Si vous prenez Cécile Duflot, elle vient à Paris, qu'est-ce qui peut l'empêcher de se présenter? Faut-il encore gagner après, de toute façon, c'est vrai que les parachutages, c'est un atterrissage. Voilà. On l'oubliera jamais. Merci beaucoup, Jean-Paul Huchon, d'avoir participé à cette émission. C'était le premier PAF sur... moi, je vous souhaite une bonne année à toutes ces télévisions qui portent un petit peu l'information. Et c'est important qu'on ait une information régionale. Nous, on est très favorable à tout ce qui est l'information locale. C'est la raison pour laquelle la région, d'ailleurs, aide à la fois les télés et les radios locales, en tout bien, tout honneur, parce que nous ne demandons jamais à personne de nous tresser des louanges. Ça, c'est pas le genre de la maison. Mais on reçoit volontiers vos bons voeux. Merci Jean-Paul Huchon. Merci Patrice Arditi, rédacteur en chef de Téléson, de m'avoir accompagné donc pour cette première. Merci à l'ensemble des rédactions, des télévisions locales, d'avoir contribué à cette émission à travers leur sujet. Et puis un grand merci à TFI 78 qui nous accueille dans ses studios et qui a mis à disposition ses moyens techniques. À très vite avec un nouvel invité sur TELIF.